Donc on est parti. Donc partie théorique stage 4, kinésiologie libre quantique. Pour le stage 2 qu'on a fait, on avait vu tout ce qui était fonctionnement du cerveau, l'apprentissage, le système de croyance, l'effet placebo et nocebo. Revoyez éventuellement, je crois que j'ai fait 3 ou 4 vidéos, j'ai séquencé en 3 ou 4. Là, on aborde un autre niveau qui est complémentaire. Ça va être la question de l'épigénétique, de la mémoire cellulaire, du transgénérationnel, de la psychogénéalogie, du coup, même si on ne fait pas de psychogénéalogie, mais on fait du transgénérationnel, et ça nous intéresse beaucoup, la psychogénéalogie. Les nouveaux référentiels de physique quantique, la notion de conscience, d'âme, d'esprit. Voilà. Séquencé en 3 parties. Première partie, aujourd'hui, on va voir l'épigénétique, entre autres, parce qu'à la fin, je vais aborder la question de la psychogénéalogie. Je vais avoir besoin parfois de mes lunettes. Bien, donc déjà, définition de l'épigénétique. Alors déjà, est-ce que vous connaissez... Alors, il y a beaucoup de choses que vous allez connaître, hein. Vous connaissez beaucoup de choses déjà, vous. Donc, il y a des choses que ça va être des redites pour vous. Bon, vous n'allez certainement pas apprendre beaucoup de choses, mais peut-être vous allez quand même apprendre et surtout faire des liens. L'épigénétique, vous en avez tous entendu parler, ça évoque quelque chose pour vous? Oui, bof, bon. Alors, déjà, on va partir de la définition. C'est quoi l'épigénétique? Alors, l'épigénétique étudie l'influence de notre environnement et de notre histoire personnelle sur l'expression de nos gènes. Ah non, mais c'est pas la peine de noter parce que je vais vous mettre tout ça sur le drive. Je vais vous mettre toutes mes notes de conférence sur le drive. Ce qui veut vous permettre à vous de repartir et pour pouvoir bosser à partir de ça et faire des conférences, des présentations. Et puis avoir des mémos. Il y a 16 pages là sur les docs. Alors il faut comprendre mes résumés, mais bon, avec les vidéos, vous allez faire des liens. Alors vous emmerdez pas à prendre des notes, sauf si ça vous aide. Moi je sais que j'ai besoin de prendre des notes pour comprendre et écouter. On va commencer par un article que j'ai trouvé dans un Nexus. Le Nexus numéro 64, c'est un article de Luc Baudin qui nous explique, qui parle d'épigénétique, et il intitule cet article « Nous pouvons changer nos gènes ». C'est son titre. Donc le docteur Luc Baudin, il était médecin, puis maintenant il fait autre chose. Alors il nous explique, il dit que les humains ont 26 000 gènes. La génétique, tout le travail sur le génome, ils ont découvert, ils ont été très surpris, ils se sont aperçus qu'il y avait 26 000 gènes chez l'être humain. Sur le site de l'INSERM, j'ai trouvé 25 000. Alors on ne sait pas si c'est 25 000 ou 26 000, bon, on s'en fout. On s'en fout parce que la souris, par exemple, elle partage 99% des gènes avec moi. Avec vous aussi, avec tous les humains. Il y a une petite plante aussi qui a 25 000 gènes. C'est une petite plante. Bon, elle a autant de gènes que nous quasiment. Voilà, il y a un petit ver, un mini ver, il a 20 000 gènes. Donc, c'est pas le nombre de gènes qui fait la spécificité de la complexité de l'être humain. Bon, c'est ça l'idée. Les généticiens ont été extrêmement surpris. Ils ne s'attendaient pas à ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui différencie le génome humain de celui des animaux et des végétaux? Le 1% de différence, est-ce qu'il explique le fossé qui existe entre le monde végétal, le monde animal et l'être humain? C'est ça la question que s'est posée. Ça a donné naissance à l'épigénétique. On s'est dit, il y a un truc qui ne va pas. Ça ne peut pas être l'explication. Seulement le génome. Donc, l'hérédité humaine, elle serait plus que ces gènes. Il y a quelque chose qui va au-delà. Alors, il va nous faire un petit topo. Donc, je vous fais le petit topo. C'est le fonctionnement des protéines. Il explique qu'il y a 100 000 protéines. Lui, il dit 26 000 gènes, Luc Baudin. Donc, ces 100 000 protéines qu'on a dans notre corps, elles gèrent nos émotions, notre mémoire, le fonctionnement de nos organes et notre état général. Ces protéines, elles composent toutes nos hormones, nos neurotransmetteurs, nos anticorps, nos enzymes, etc. Toute anomalie dans la fabrication des protéines va entraîner un trouble et ou une pathologie. Or, ce sont les gènes qui codent les protéines et qui régulent leur fabrication. Et même une infime partie de ces gènes. C'est même pas toute la totalité de ces gènes, c'est une petite partie.
Les anomalies présentes sur les gènes sont responsables d'anomalies dans la fabrication de protéines et donc de nombreux dysfonctionnements dans notre corps, comme le diabète et de pathologies comme les cancers, certains cancers, il dit. Donc la recherche, elle s'est naturellement tournée vers la génétique, le génome. Ah oui, c'est un problème avec les protéines, c'est un problème avec les gènes, donc on va aller fouiller dans les gènes. Ils se sont tournés sur la notion de mutation génétique pour expliquer la cause des maladies. Donc ils sont aperçus, les généticiens, ils ont dit, bah voilà, il y a beaucoup de cancers qui sont familiaux, on retrouve ces traces-là, votre grand-mère a eu un cancer du sein, votre mère aussi. Oh, ma chère Angelina Jolie, vous avez le risque d'avoir un cancer du sein, on va vous enlever les 2 seins. Ça a été cette logique-là, que c'est encore, je pense. Donc, bon nombre de cancers familiaux seraient dus à des mutations génétiques transmissibles. Pareil avec l'obésité, le diabète, la maladie de Parkinson, d'Alzheimer, etc. Mais, la question qui va se poser à ce moment-là, si ces maladies sont le fait d'anomalies génétiques, pourquoi est-ce qu'elles touchent aujourd'hui un si grand nombre d'individus alors qu'on ne les trouvait pas chez leurs ancêtres autant avant? En termes de pourcentage de population, pas de nombre. On a un accroissement de certaines pathologies, alors que si c'était génétique, on retrouverait les mêmes taux, les mêmes pourcentages, 2 ou 3 générations au-dessus. Ben, c'est pas le cas. Donc c'est bien qu'il n'y a qu'un truc de mutation génétique. L'épigénétique explique parfaitement cet illogisme, nous dit. Donc ça, c'est une citation que j'ai trouvée sur le site de l'INSERM. C'est Claudine Junien, qui fait partie de l'INSERM, de l'unité 383, qui pose cette citation. L'épigénétique explique parfaitement cet illogisme. La situation actuelle serait la résultante de modifications génétiques, ou plutôt épigénétiques, apparues chez les ancêtres et transmises tout en étant accentuées chez les générations actuelles par un effet progressif transgénérationnel. C'est pour ça que quand on parle d'épigénétique, on est obligé de parler de la psychogénéalogie du transgénérationnel. De toute façon, vous allez voir, j'ai galéré pour scinder ma présentation en 3 parties parce que tout est imbriqué. C'est comme un puzzle en 3D, quoi. Voilà. Donc, bon, j'ai quand même réussi à le faire, voilà, faire ces thématiques, mais vous allez voir qu'on va revoir des résonances dans toutes les autres parties. Alors, il cite notamment une des premières études qu'on ait faites en épigénétique en Norvège, parce qu'en Norvège, il y a un village, notamment une ville, un petit village, où ils ont conservé dans l'église des espèces de journaux de bord, comme à bord d'un bateau, tu vois, avec tout répertorié. Donc, ils ont pu travailler à partir de documents très fournis, où il y a les relevés de température, la météo, enfin grosso modo, hein, et qu'est-ce qui se passe dans le village, etc. Donc ils ont travaillé sur une période de famine qui a affecté une certaine génération, et ils sont surtout intéressés à cette génération adolescente ou enfant. Donc cette génération qui a connu cette famine, cette grosse famine qui a connu dans ce village, au cours de l'enfance et de l'adolescence, c'est-à-dire en pleine période de croissance. Quel a été l'impact de cette famine, sur ces individus? Eh bien, ils sont aperçus que leurs petits-enfants, donc 2 générations après, avaient beaucoup de diabète. Beaucoup des petits-enfants avaient du diabète. Beaucoup plus que ceux qui avaient vécu cette famille à l'âge adulte, par exemple. Leurs petits-enfants avaient moins de diabète. Et encore plus que ceux qui n'avaient pas connu la famille. Donc, dans la mémoire des diabétiques, éventuellement, on peut trouver des choses qui sont intéressantes par rapport à une mémoire familiale. En tout cas, là, c'est ce qu'ils ont observé. Ils ne font pas de constat particulier, mais ils observent ça. Je vous donne un autre extrait du site de l'INSERM. Alors que la génétique correspond à l'étude des gènes, je vérifie que je n'ai pas sauté une page, moi quand même, voilà. L'épigénétique s'intéresse à une couche d'informations complémentaires qui définit comment ces gènes vont être utilisés par une cellule ou ne pas l'être. En d'autres termes, l'épigénétique correspond à l'étude des changements dans l'activité des gènes
n'impliquant pas de modification de la séquence d'ADN et pouvant être transmis lors des divisions cellulaires. Contrairement aux mutations qui affectent la séquence d'ADN, les modifications épigénétiques sont réversibles. C'est-à-dire qu'il y a la notion de mutation, le gène va muter, et il y a la notion d'expression, ça s'allume ou ça s'éteint. Imaginez un grand tableau électrique avec 26 000 ou 25 000 disjoncteurs, je mets sur on ou je mets sur off. Et beaucoup de ces disjoncteurs sont réversibles et sont en mouvement. Contrairement à l'idée figée et déterministe du génome, de la génétique traditionnelle, on va dire. Chacune de nos cellules contient l'ensemble de notre patrimoine génétique. Ça, on en a déjà parlé, nous, quand je vous ai parlé de la parthogénèse, et le code, tout le code est contenu dans la première cellule. Et c'est à partir de cette première cellule que je vais créer un être. Donc, nécessairement, le code est partout. Hein, puisque la cellule se divise en deux, qui se divise en deux, etc. Hein. Donc chacune de nos cellules contient effectivement l'ensemble de notre patrimoine génétique, 46 chromosomes hérités de nos parents, sur lesquels on compte environ 25 000 gènes. C'est là que l'INSERM disent 25 000, environ. Luc Bodin dit 26 000. Donc vivant, on ne sait pas trop, bon, peut-être on a une meilleure idée aujourd'hui, j'en sais rien, mais bon. Mais si toutes nos cellules contiennent la même information, elles n'en font visiblement pas toutes le même usage, sinon on serait qu'un gros doigt de pied, à chaque fois c'est ce que je dis, on serait un gros ongle. Mais non, il y a bien le même code, il y a bien le même base de génome, mais la mélodie est différente. Hein, c'est une symphonie. Donc une cellule de la peau ne ressemble en rien à un neurone, une cellule du foie n'a pas les mêmes fonctions qu'une cellule du cœur. De même, ça c'est sur le site de l'INSERM, elle continue, cette femme-là, elle dit de même, deux jumeaux qui partagent le même génome ne sont jamais parfaitement identiques. On en reparle après des jumeaux, ça c'est vachement intéressant. Dans ces exemples et dans bien d'autres, la clé du mystère se nomme épigénétique. Ça c'est vraiment passionnant. Alors par exemple, prenons l'exemple des abeilles, la ruche. Vous savez comment se détermine une reine? Comment ça se passe, la reine? D'où elle sort, la reine des abeilles dans la ruche? Tu as les ouvrières, et tu as les soldats, et tu as la reine. Hein, vous savez comment une reine devient une reine? Ben, c'est une abeille comme les autres, sauf qu'elle va être nourrie avec de la gelée royale. C'est son alimentation qui va changer la donne. C'est une larve comme les autres, mais à mon avis, les abeilles la déterminent d'une certaine façon, bien évidemment, qu'on n'a pas encore comprise peut-être, parce qu'on n'est pas dans la tête du système informationnel des abeilles, même si ils ont découvert des trucs incroyables sur les abeilles, hein, elles discutent, c'est extraordinaire. Mais c'est le fait de nourrir la larve avec de la gelée royale qui va faire qu'elle va avoir une taille 10 fois plus grosse qu'une ouvrière. Voilà, c'est fantastique. Ça, c'est de l'épigénétique pure. Les gènes sont les mêmes, l'expression n'est pas la même. Plusieurs études ont donc rassemblé plusieurs preuves qui montrent que l'environnement et le mode de vie influent sur les gènes et que ces modifications ont ensuite un pouvoir héréditaire. Ça, c'est vachement intéressant. Ce que les ancêtres ont vécu avec la famine, on le retrouve 2 générations après, ça s'exprime par du diabète. Pas à 100% des petits-enfants, mais une partie conséquente par rapport à la norme. Quels sont les facteurs épigénétiques, c'est-à-dire capables d'activer ou d'inhiber le tableau électrique, là, un gène? Qu'est-ce que c'est ces facteurs qui sont capables d'inhiber ou d'activer le gène? Alors, ils font une énumération. C'est toujours Luc Bodin, ça, qui fait l'énumération. Alors bon, ça me gêne un petit peu, mais je vais vous la donner. Alors, il met le stress en premier. Donc, pour moi, le stress, c'est en fait, c'est pas quelque chose, c'est un fonctionnement. On l'a défini ensemble. Hein. Donc, il utilise ce mot-là de manière, enfin, plutôt dans son sens galvaudé, on va dire, populaire. L'environnement, la pollution, l'alimentation déséquilibrée, la famine, bien sûr, le tabagisme, les drogues, les vécus personnels, les fécondations in vitro. Ah, il parle de ça aussi, fécondation in vitro.
Sur le site de l'INSERM, la nana, elle en parle aussi. Hein. Ils disent qu'il va falloir se poser des questions sur la fécondation in vitro et quel impact ça a. Moi, je travaille souvent les enfants qui naissent par PMA. C'est souvent assez compliqué. Hein, parce que, alors je ne suis pas experte dans les trucs, j'arrive pas à mémoriser leurs trucs de PMA, tout ça. Il y a plusieurs techniques, mais il y en a une où ils mettent en congélation les embryons. Ben, souvent j'ai des problèmes avec les embryons congelés et les bébés qui sont nés, et les enfants, ils sont toujours connectés. Ah oui, il y a des trucs assez particuliers. Et il y a des mémoires de froid. Souvent, dans les enfants, j'ai des mémoires de froid, de noir et de solitude. Alors, pas pour toutes les techniques, hein, mais pour certaines techniques où, tu sais, il y a un développement de l'embryon en dehors du système utérin. En fait, j'ai de la mémoire là-dessus. C'est un truc de dingue. Hein. Et du coup, je demande, à ce moment-là, c'est une naissance normale. Alors, parfois, oui, c'est une grossesse normale, parfois, non. Et là, ça devient intéressant. Donc, tout ça, c'est incroyable. Bon, voilà. Il y a 2 études qui montrent que les gènes se modifient avec l'âge et en fonction des situations vécues. Il y a une étude de l'université de Johns Hopkins, qu'on connaît bien. Hein. Ils ont constaté une modification du génome sur 10 ans. En fait, ils ont pris 600 personnes et ils les ont suivies pendant 10 ans. En regardant l'évolution de leur génome, et en fait, ils se sont aperçus que dans un tiers des cas, il y avait une modification de leur génome. Il y avait des variations qui étaient induites selon eux. Ils en ont déduit que c'était par les facteurs environnementaux et alimentaires. Ils ne voyaient que ça. Un tiers de leurs personnes, des personnes étudiées, le génome a évolué sans qu'il y ait quoi que ce soit d'autre que la vie. Et puis, il y a une deuxième étude du Centre de recherche en oncologie en Espagne. Ils ont étudié, eux, 160 jumeaux monozygotes. Monozygotes, c'est-à-dire ils ont un patrimoine génétique identique à la naissance. Hein. Et alors, ils les ont étudiés, donc c'est des paires de jumeaux âgés de 3 ans à 74 ans. Voilà, ils ont étudié ces 160 jumeaux. Et ils se sont aperçus qu'il y avait des différences notables qui apparaissent avec l'âge, bien sûr. Et alors, d'autant plus si les jumeaux ont été séparés. Parce que tu as des jumeaux, vous en avez peut-être croisé dans votre vie, qui toute leur vie vont vivre ensemble. Hein. Moi, j'en ai croisé jusqu'à 80 ans, ils vivaient ensemble, ils étaient habillés pareil. Ceux-là, tu les distingues pas. Parce que leur environnement, ils mangent la même chose, ils vivent la même chose. Donc, il n'y a pas de mutation. Enfin, de modification plutôt. Ils vont se ressembler jusqu'au bout. Beaucoup. Mais alors, si ils vivent chacun leur vie, l'un ici, l'autre là, là, ils vont même plus se ressembler. Même physiquement, alors qu'ils ont la même génétique de base. Hein. Donc c'est vachement. Et donc il n'y a que l'explication épigénétique qui peut donner. Conclusion, l'ADN ne cesse pas de se modifier. L'ADN ne cesse de se modifier au cours du temps, permettant une adaptation au mode de vie, tout simplement, hein, et aux situations rencontrées. De plus, certaines circonstances peuvent également effacer ces changements. Bah oui, on peut aller dans un sens comme on peut aller dans l'autre. Ceci peut expliquer que certains gènes enclenchent des pathologies chez certains et pas chez d'autres. Sinon, à chaque fois, c'est pareil, on serait tous malades, on aurait tous le même truc au même moment. C'est pour ça que la notion de cause est complexe. Hein. Certaines études ont montré des cellules cancéreuses qui sont capables de se normaliser spontanément. On appelle ça des cellules reversantes. Ils ont fait ce constat, mais ils n'expliquent pas la cause, hein, ils ne savent pas. Mais ils ont constaté dans certaines études, notamment l'étude de Geminal, qui s'est faite sur une trentaine d'hommes, 30 hommes, donc c'est aux USA, hein, ils ont étudié 30 hommes atteints du cancer de la prostate, 30 hommes qui ont refusé la chimio, tous les trucs conventionnels. Ils ont dit nous on n'en veut pas. Donc ils ont sélectionné ces 30 hommes parmi ces gens qui refusaient et ils leur ont proposé une expérience. Ils ont proposé des changements importants dans leur mode de vie en termes d'alimentation et de tout ce qui est hygiène de vie.
Hein, ils sont allés, ils les ont amenés à avoir un rythme de vie, une hygiène de vie, et beaucoup plus sain, beaucoup plus saine, une hygiène de vie. Et ben, tous ces hommes, ces 30 hommes ont modifié favorablement le génome. Ça a été vérifié par biopsie et leur taux de PSA libre a été amélioré dans 100% des cas. Et les changements apparus, ils l'ont été en seulement 3 mois. Ceci implique que les personnes se prennent en charge elles-mêmes. Ça a été ça la grande différence. Attendre que tout vienne de la pilule miracle sans rien changer est illusoire et toxique. La résolution des conflits, ça c'est Luc Bodin, je reprends les paroles de Luc Bodin, des textes. La résolution des conflits et la prise de conscience d'un but de vie, un fondamental dans la pathologie, apporte un turbo sur le chemin de la guérison de la maladie, quelle qu'elle soit. Deuxième article, ça concerne un bouquin d'un auteur qui s'appelle Dawson Church. J'ai trouvé cet article dans le Néo Santé numéro 27, je l'ai apporté d'ailleurs. Dawson Church, il a écrit un bouquin qui s'appelle Révolution épigénétique, nouvelles clés pour notre santé. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit dans cet article et dans ce bouquin? De nombreux gènes sont activés par nos croyances, nos émotions, nos attitudes, nos pensées. Elles se propagent comme une onde dans tout notre corps, affectant notre système immunitaire, hormonal et notre cerveau. Vous comprenez qu'on bosse en plein là-dessus, c'est tout l'importance, c'est fondamental. L'ADN n'est pas une fatalité. Alors ça, c'est le professeur Randy, je vais prononcer comme je peux, Geertl, il est américain, il est de l'université de Duke, et donc il a réalisé une étude sur le gène agouti des souris. Il dit l'ADN n'est pas une fatalité. La nouvelle science de l'épigénétique réécrit les lois de la maladie, de l'hérédité et de l'identité. Alors qu'est-ce qu'il a fait comme étude avec son équipe? Ils ont étudié donc le gène agouti chez les souris. Alors le gène agouti chez la souris, elle entraîne une modification de la couleur de pelage, il va être plus clair. Elle bouffe plus, ces souris, elles sont obèses, elles ont une espèce de compulsion de nourriture et elles ont une espérance de vie beaucoup plus courte, entre autres. Je crois que c'est ça, globalement c'est ce truc-là. Et alors, ils font un parallèle avec les humains par rapport notamment, je crois, à l'obésité. Je crois qu'il y a un lien entre ce gène agouti chez la souris et un certain gène chez nous. Et donc, ils sont intéressés à ce gène agouti. Et ils ont nourri les mères souris, donc ces petites souris qui étaient enceintes, qui attendaient des petits, et ils ont modifié leur alimentation à ces mères-là. Ils leur ont filé une alimentation riche en groupe méthyle. Alors c'est un truc, je ne sais pas ce que c'est, ils expliquent, bon, c'est un machin chimique, bref, ils ont donné une substance particulière. Ça a complètement modifié. Le gène agouti était présent chez les petits, mais pas exprimé. C'est-à-dire que les petits sont nés sans avoir ce poil aussi clair et sans avoir ils étaient, pas obèses, et ils ont vécu plus longtemps, ils n'avaient plus du tout les mêmes comportements, simplement en modifiant l'alimentation de la mère. Et il y avait toujours le gène agouti, mais pas exprimé. Bloqué. Autre étude, alors autre scientifique, donc Dr Moshe, alors là je peux même plus le prononcer, SZYF, Zvif. Lui il est de l'université McGill à Montréal et il a étudié les comportements maternels des rats. Donc là, tout à l'heure, jusqu'à présent, là on a parlé d'épigénétique par rapport à la nutrition, que ce soit la famine, que ce soit le gène agouti, voilà. Maintenant, on va parler de gestes, d'émotions, de sentiments, d'émotions, de comportements. Donc lui, il a étudié le comportement maternel chez des rats. Il s'est aperçu qu'il y avait des mamans rats qui
s'occupaient beaucoup de leur petit, là on va parler de ton chien, tu vas comprendre, qui les toilettaient beaucoup, qui les léchaient beaucoup, qui étaient très maternels avec leur petit, et d'autres beaucoup moins. Et ils ont regardé la différence de comportement entre ces petits rats. Hein. Ils sont aperçus que plus les petits sont toilettés et léchés, moins ils sont craintifs, plus ils sont adaptés à l'âge adulte, mieux ils s'adaptent à leur environnement. De plus, ils sont aperçus que ce comportement se transmet de génération en génération. Ce que j'ai appris, je te l'apprends. Ces changements épigénétiques peuvent donc se transmettre sans la modification de gènes. Ils ont examiné, alors après ils ont tué ces pauvres petits rats pour regarder leur cerveau, et bien ils se sont aperçus qu'il y avait des différences dans la structure du cerveau des rats qui avaient été léchés depuis plusieurs générations et ils savaient ce comportement de caresser, câliner, lécher, et les autres qui étaient tout craintifs et qui vivaient moins longtemps, parce que moins léchés et en plus ils ne savaient pas le faire, eh bien ils se sont aperçus qu'il y a une modification au niveau de leur cerveau, notamment au niveau de l'hippocampe. Et l'hippocampe, elle est impliquée dans la gestion de stress notamment. Donc ça donne des petits individus qui sont beaucoup mieux adaptés à leur environnement et qui vivent plus longtemps. Donc il y a un gène, leur gène anti-stress était d'expression beaucoup plus élevée que ceux des autres. Voilà, et donc là j'ai mis nota bene faire le lien avec les chiots et les chatons qui sont séparés trop tôt de la mère. C'est catastrophique. Parce que tout l'apprentissage, ça va construire. C'est pour ça que parfois on dit que les chats de race, ils vivent moins longtemps. Alors d'une part il y a les croisements, mais parfois ils sont sevrés beaucoup trop tôt parce que les mecs ils veulent les vendre le plus vite possible parce que ça leur coûte de l'argent de les garder trop longtemps. Et que les gens ils veulent des bébés. On veut des bébés. Mais non, il faut que tu laisses ton chien au moins jusqu'à 3 ou 4 mois. Et ton chat au moins jusqu'à 3 mois. Si tu veux avoir un animal équilibré. Et il va avoir besoin d'être léché. Donc tu vois, ton chien qui n'a pas été léché, caressé, ça laisse des traces. Et on va voir avec une autre étude que ça peut laisser des traces indélébiles. Le stress pendant l'enfance, voilà, c'est vrai qu'on va le voir, voilà. Le stress pendant l'enfance conduit à des maladies à l'âge adulte. Il y a une expérience qui a été réalisée à l'hôpital de San Diego en Californie sur 17 421 personnes pendant 5 ans. Elle montre que certaines expériences négatives ne se guérissent pas avec le temps. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Ils ont classé les patients selon des critères familiaux. Il y avait un critère parent alcoolique, un critère parent divorcé ou séparé, un critère parent dépressif, un critère parent atteint d'une maladie mentale et un critère violence domestique. Et ils se sont aperçus qu'il y avait un impact très fort pour les gens qui ont vécu un ou plusieurs de ces critères dans leur enfance. Il va y avoir des risques beaucoup plus élevés d'addiction, de dépression, de suicide, d'obésité, de maladies cardiaques, pulmonaires, de diabète, de fractures osseuses, d'hypertension et d'hépatite. Alors, j'ai pris un seul exemple, je vais vous le donner. Il y a 5 fois plus de risques d'être dépressif que si on est élevé dans une famille équilibrée, quand on a plusieurs de ces critères. Voilà. Chez les enfants, alors ils ont étudié, ils sont aperçus d'un truc intéressant. Il y a un gène qui produit une enzyme qui métabolise les neurotransmetteurs, notamment la sérotonine et la dopamine. Et chez certains enfants qui ont ce gène-là, qui ont un certain gène, il y a un risque qu'ils deviennent violents à l'adolescence. Alors ça, alors, me demandez pas trop d'explications sur le truc de c'est quoi ce gène, j'en sais rien. Mais ce qui est intéressant, ce qui les a intéressés, c'est de s'apercevoir que le gène est présent chez ces enfants, il est présent chez ces adolescents, mais ce qui va faire que l'adolescent va basculer ou pas dans la violence, c'est la présence parentale. Si l'enfant a été aimé et cajolé par ses parents, il ne basculera pas dans la violence, le gène ne va pas s'exprimer. Si l'enfant est élevé dans une famille maltraitante, il va basculer dans la violence. S'il a été maltraité pendant l'enfance.
Donc, c'est cette équipe-là de l'hôpital de San Diego, ils expliquent, donc ça c'est leur déclaration, ils disent l'amour parental est une thérapie épigénétique. Par rapport à la maltraitance, les auteurs, c'est toujours des équipes derrière, c'est pas un mec, ils sont nombreux. Les auteurs de l'étude ont comparé les orientations médicales actuelles, ils te donnent des médicaments, à des pompiers dispersant la fumée tout en ignorant le feu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on traite le symptôme, mais on ne traite pas la cause. Et tu vois là où c'est intéressant. Comment il s'appelle celui qui dit ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté dans une société malade, c'est Krishnamurti. La notion de santé sociale, de médecine, tout ça c'est lié, tout est en lien. On ne peut pas séparer tout ça. Or, nous, on est dans une société de Shadok. Toi, tu es responsable de l'estomac, moi, je suis responsable. On ne peut pas raisonner comme ça ne fonctionne pas. Tout doit être lié. Les travailleurs sociaux doivent bosser avec des psys, avec... tu vois, tout ça, ça doit être ensemble. Avec des policiers, tout ça, ça doit être ensemble. Et effectivement, la lutte, c'est la maltraitance. Premier cas, ça c'est un fléau, un fléau, la maltraitance. Autre étude vachement intéressante, croyance et sida. Alors celle-ci, elle est vachement intéressante. Alors, Dr. Gail Aronson, Université de Miami. Elle va découvrir qu'il y a un facteur de progression essentiel. Tiens, j'ai fait une phrase qui ne tient pas la route. En gros, elle étudie un groupe de personnes atteintes porteurs du VIH. C'est pas la même chose. Et donc, elle va étudier un peu ce groupe-là de personnes, je ne sais pas combien de personnes, peu importe. Et elle s'aperçoit qu'il y a un facteur qui est déterminant dans la progression de la vitesse, par rapport à la progression, de la vitesse de progression du VIH. C'est ça ma phrase, mais en fait, c'est ça la phrase. Comment évolue la vitesse, c'est quoi la courbe de la vitesse de progression du VIH? Et bien, elle s'aperçoit qu'il y a un facteur fondamental, c'est la vision de la nature de Dieu dans son groupe. Elle dit, elle a deux groupes en gros. Il y a ceux qui voient un Dieu punissant, vengeur, certaines visions du Dieu. Donc, c'est ma très grande faute, j'ai mérité d'être malade, j'ai péché, mon Dieu, j'ai péché, je vais être puni. Donc, aucune perspective aussi de vision d'un Dieu clément, enfin voilà. Et bien, ceux-là, ils vont avoir une baisse de lymphocytes T auxiliaires, qui sont fondamentaux par rapport à ces trucs de VIH, 2 fois supérieure à ceux qui voient un Dieu bienveillant, positif, etc. Et une augmentation de la charge virale 3 fois supérieure. Simplement avec comment je conçois la nature de Dieu. Intéressant comme facteur. Sur quelque chose de tangible, c'est-à-dire il y a quoi comme lymphocytes T qui sont fondamentaux dans le processus de guérison, ou pas. Et puis la charge virale 3 fois supérieure, c'est quand même incroyable. On continue de tirer le fil, on va aborder la prière et la guérison. La puissance de la prière dans la guérison. Travaux de Thomas Oxman, École de médecine, Université du Texas. Lui, il va étudier l'effet du soutien social et de la prière et de la spiritualité de la personne. Donc, le soutien social, c'est éventuellement toute la famille, les amis qui vont être proches, qui vont avoir des pensées positives, qui vont être présents pour la personne à distance, aussi à distance. Il y a aussi tous les groupes de prière qui se créent. Vous savez, il y a des groupes de prière, notamment en Angleterre. Moi, j'ai une de mes amies, son bébé, elle est persuadée qu'il a été sauvé grâce à ce groupe de prière. Ils ont fait appel à un très gros groupe de prière en Angleterre. Qui prient ensemble, tu leur donnes le nom de la personne et ils vont méditer, prier ensemble. Et ça, il y a plein d'études. Pour ma soeur, on est persuadé que ce sont les groupes de prière annoncés par ma tante, elle est évangéliste. Ouais. Elle a demandé à ses groupes de prière en France de prier pour elle. Nous, on est sûr et certain qu'elle est sortie du coma grâce à la prière. Parce que c'est arrivé le lendemain matin, en fait. Oh, c'est extraordinaire. Ouais. Tu as lu, alors on en parlera dans la troisième partie de ça, sortir du coma et au groupe de prière. Il y a le bouquin de Eben Alexander, La preuve du paradis. Tu l'as vu, ça? Non, ça, j'ai pas. Alors,
parlera à la tournée. Et ça, c'est intéressant, ce témoignage de ta sœur. Elle est tombée dans le coma par rapport à quoi? On suppose un virus qui a provoqué de l'épilepsie. Ouais. Et en fait, c'était tellement violent que son cerveau il s'est mis off. Il ne pouvait pas et gérer les crises et gérer. Donc, elle était plongée dans le coma. Enfin, elle s'est plongée dans le coma pendant un mois. Un mois de coma? Ouais, on était désespérés parce que les médecins nous disaient de toute façon, 14 ans, l'état de son cerveau, c'est mort. Elle avait 14 ans? Ouais. Elle va mourir, elle ne peut que mourir puisque son cervelet, c'est grave quoi. Et ma tante appelait ma mère et ma mère elle lui dit, écoute, moi je vais prier Jésus, je vais demander au groupe de prière de France de prier Jésus pour Hélène. Des évangélistes donc. Des évangélistes. Ouais. Bon, c'est un peu particulier, mais pour le coup, non mais on s'en fout, ça fonctionne. Vendredi, je crois que c'était vendredi soir, on prie à 20h pour Hélène. Ouais. Et je vous jure que c'est vrai, le lendemain matin, ma soeur est sortie du coma, les médecins n'en sont pas revenus. Et avec mes parents, on s'est dit, mais c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Un mois de coma, il la donne pour désespérément soit morte, soit légumes. Ouais. Vous priez à 20h, des dizaines et des dizaines de personnes vont prier ensemble pour elle à 20h, au bout d'un mois, et le lendemain matin, elle sort du coma et elle s'en sort. Et bah tu verras, c'est l'histoire de Eben Alexander. Et ça, si elle a encore les dossiers et tout ça, il a créé une fondation, Eben Alexander. Hein. Et lui, il cherche les témoignages comme ça. Il est neurochirurgien. Hein. Donc lui, il a expérimenté. Lui, il a compris le truc, il l'a vécu, ça. On en parlera au troisième truc. Donc, voilà, donc ils ont étudié ça, hein, les groupes de prière, mais aussi le rapport à la spiritualité du malade, toute sa démarche spirituelle. Sur des patients, alors eux, ils ont étudié un groupe de patients devant subir une chirurgie cardiaque. Ceux qui bénéficiaient beaucoup des deux, c'est-à-dire un gros soutien social et spirituel et une pratique spirituelle personnelle forte, ils ont eu un taux de mortalité divisé par 7 par rapport à ceux qui n'avaient aucun des deux. Divisé par 7, hein. C'est intéressant. Hein. Dans Prayer is Good for Medicine de Larry Dossey, il répertorie plus de 1200 études scientifiques démontrant le lien entre la prière, l'intention et la santé, la longévité. Prière, soins à distance et intentionnalité ont des effets significatifs sur la guérison. De même, les actes réguliers d'altruisme prolongent nos vies et améliorent notre propre bonheur. Ça réduit de 60% les risques de mort précoce. Donc les gens qui sont vachement altruistes, qui aident beaucoup les autres, etc., qui ont, il n'y a pas que ça, mais tu vois, dans cette démarche simple, sans attendre les remerciements, je veux dire, naturellement, ils réduisent 60% les risques. C'est incroyable. Ok, maintenant on continue avec la méditation. Alors la méditation, il y a une étude pilote qui a été menée à l'université de San Francisco qui a constaté que les enseignants, ils ont étudié les enseignants, qui méditaient une demi-heure, ils ont fait bosser, ils leur ont fait pratiquer une demi-heure de méditation tous les matins avant d'aller en cours. En fait, ils se sont aperçus qu'ils ont amélioré leur humeur, autant que s'ils avaient pris des antidépresseurs, disons. Voilà, lorsque nous méditons, ça c'est vachement important, nous musclons notre cerveau, hein, les parties de notre cerveau qui sont à l'origine de la joie et du bonheur. Moi, je passe mon temps à expliquer ça, je fais une petite parenthèse là-dessus, parce que ça, par rapport à notre boulot, c'est vachement important. Nous, on fait des séances. Les gens, ils viennent nous voir 1 heure. Voilà, une séance, ça dure 1h30. Là, j'ai modifié mon message vocal, parce que les gens, ils viennent me voir 1 fois, puis parfois, ils viennent au bout de 3 fois, puis leur état s'est dégradé. Je dis, mais attends, je suis pas une pilule magique, parce qu'en fait, c'est pas de la... faut arrêter, quoi. C'est pas moi qui fais le boulot. J'enclenche un processus en toi, je t'aide à enclencher un processus en toi, mais putain, il y a une discipline spirituelle à avoir. J'explique aux gens, vous faites de la musculation, mais là aussi, ça se muscle. C'est une discipline mentale, peu importe ce que tu fais. Moi, je suis pas une méditante, par contre, je suis une contemplative, tu vois, je vais être voilà, chacun son truc. Mais l'idée, c'est de nourrir chaque jour en nous le bonheur, la joie, l'espèce de grâce et de communion avec le tout. Et ça s'entretient tous les jours, ça. Tous les jours. Donc, toujours pareil, la pilule miracle, que ce soit en bectance ou en allant voir des thérapeutes dont j'attends le miracle de l'extérieur, c'est la même problématique. Ça ne fonctionne pas. Et ce n'est surtout pas au mérite
Combien de fois j'entends, pourtant avec tout ce qu'il a fait, ou pourtant avec tout ce que j'ai fait, avec toutes les séances, tous les gens que je suis allée voir. Ah ouais. Mais le profond du profond, ça s'est toujours pas enclenché. Il n'y a pas la prise de conscience profonde. Et ça, c'est subtil à avoir. Hein. Alors, chacun d'entre nous, on a notre truc à bosser. Là, le truc, alors, quand est-ce que je vais... Bon, peut-être on va mourir avec d'ailleurs, hein, mais au moins on en a conscience. Voilà, c'est ça, déjà en avoir conscience, notre truc. Après, on n'est pas Dieu, on n'est pas parfait, on n'est pas là pour ça. Mais l'idée, c'est, voilà, il n'y a pas de mérite. C'est pas une punition. On n'attrape pas une maladie. Et on en est pleinement responsable. C'est compliqué tout ça à comprendre. Enfin, je veux dire, dans notre société d'infantilisme, de déresponsabilisation, enfin, c'est compliqué. Mais même nous, voilà, c'est vraiment important d'avoir cette discipline permanente tous les jours, de s'octroyer. C'est les 3 minutes de bonheur, les 3 idées positives, c'est le bouquin, c'est les petites gorgées, les 3 petites gorgées. Il y a un bouquin qui a été écrit, la petite gorgée de bière, tu sais, c'est du tout petit bonheur, c'est fondamental. Ou alors la prière. La prière, si c'est ta prière, ton truc, vas-y, prie, quoi. Mais cet état qui nous met en état de... Ça va faire la différence. Donc, nous musclons les parties de notre cerveau. Joie, bonheur. Visualisation maintenant. Alors, l'exemple de Nancy, c'est un exemple dans les années 90, une femme atteinte d'un cancer de l'utérus de stade 4. Diagnostic posé, pas mal, hein, stade 4, je pense. Hein. Elle décide de ne pas suivre. Alors, visiblement, aux États-Unis, c'est plus facile qu'en France. Hein. En France, tu ne veux pas suivre la chimio. Bon. Aux États-Unis, ça a l'air un peu plus simple. En tout cas, dans les années 90, ça avait l'air de l'être. Donc, elle décide de ne pas suivre le protocole. Elle ne veut rien faire. Elle, son raisonnement, c'est si mon corps a fabriqué ce truc, il peut revenir en arrière. Il peut le défabriquer. Elle va s'imposer. Alors, visiblement, c'est des grosses douleurs. Hein. Cancer de l'utérus stade 4, c'est des grosses douleurs. Et elle va quand même s'imposer tous les jours. Alors, elle change son régime alimentaire, déjà, première chose. Elle va modifier son régime alimentaire, je ne sais pas quel régime, peu importe. Enfin, elle a trouvé le sien, en tout cas. Tous les jours, elle a fait de la marche. Tous les jours. Autant que son corps pouvait le faire. Elle prenait beaucoup de bains relaxants. Voilà, elle se mettait dans le bain tous les jours pendant un certain temps, et elle visualisait des petites étoiles magiques dans son corps. Et elle visualisait des cellules cancéreuses, et elle visualisait des petites étoiles magiques, et elle voyait que chaque fois que une pointe d'étoile touchait une cellule cancéreuse, pof, elle était guérie. Et elle visualisait que cette cellule, elle guérissait. En 3 mois seulement, 3 mois il a fallu, sans recours à la médecine conventionnelle, elle a guéri. Elle s'est auto-guérie de ce cancer-là. Et elle n'a pas eu de rechute. Le témoignage, l'article, le témoignage est donné. 10 ans après, elle était toujours en vie, 20 ans après. Pas de rechute parce qu'elle a continué cette discipline de la visualisation des petites étoiles. Quand je vous ai parlé, quand on a travaillé sur les entités, je vous ai parlé de la laminine. Hein. Elle est en forme d'étoile, en forme de croix de Christ. Elle est lumineuse. Tu vois, quand elle a visualisé ces petites étoiles, elle a dû mobiliser peut-être cette laminine aussi. Enfin, il y a des choses magiques qui se passent. Hein. Enfin, pas magiques, ça s'explique. Hein, tu vois, ils commencent à le comprendre, hein, les gars là, qui observent les femmes et les hommes qui travaillent en épigénétique. Optimisme et positivité, vachement intéressant aussi ça. Alors, il y a des études qui ont prouvé, il y a plusieurs études plutôt, qui ont prouvé que les personnes qui vivent mieux et plus longtemps sont optimistes et positives. Alors, je refais ma phrase. Il y a des études qui ont montré que plus on est positif et optimiste, plus on vit longtemps. Écoutez ça, jusqu'à 35 ans en moyenne par rapport aux pessimistes. 35 ans de différence de longévité, c'est pas rien, hein, on parle pas de 5 ans là. Hein.
Donc très intéressant. Tout ça, c'est dans l'article de Néo-Santé, hein. Vachement bien, hein, cet article, hein, numéro 27. Hein. Voilà. Alors maintenant, pourquoi... ah oui, non, pas négatif, attention. 35 en moyenne par rapport aux personnes. Oui, ils ont fait des groupes, pareil, ils ont étudié des groupes. Et notamment le groupe des personnes, ils ont fait plusieurs groupes, et notamment un groupe de personnes qui manquaient perpétuellement d'espoir. C'est même pas pessimiste, c'est le manque d'espoir. Ces gens-là, ils ont 35 ans en moyenne de moins d'espérance de vie, hein, par rapport aux grands optimistes positifs. Et quand on fait le lien avec l'épigénétique, le transgénérationnel, on comprend que voilà, tu vois, tout ça c'est d'une complexité, ça vient pas de nulle part, quoi, aussi. Il y a le tempérament, il y a le terrain, il y a l'atavisme. Hein. Zola était un des premiers naturalistes, les grands romanciers du 19e siècle, dont Émile Zola qui a fait sa grande, les Rougon-Macquart, hein, sa grande saga. Hein. Il a été un des premiers à comprendre le lien qu'il y avait de parents à enfants et la transmission de ce qu'il a appelé l'atavisme. Très intéressant ce travail. Pourquoi le stress nuit maintenant ? Question, pourquoi est-ce que ça nuit le stress ? On en a déjà parlé. Eh bien, les glandes surrénales qui se trouvent donc au niveau des reins, elles vont produire autant le cortisol, qui est l'hormone du stress, que la DHEA. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de la DHEA, c'est l'hormone de réparation cellulaire. Ils sont en train de faire des trucs à base de DHEA là, pour l'antivieillissement, des choses comme ça. Donc, les surrénales, elles produisent du cortisol et la DHEA. Sauf que si elles produisent beaucoup de cortisol, plus la production de cortisol est forte, moins la production de DHEA l'est. Donc, plus faible est la production de DHEA et inversement. Donc, et en plus, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a plus de 1400 réactions chimiques et plus de 30 hormones et neurotransmetteurs qui réagissent à des stimuli stressants. Voilà pourquoi le stress, ça nuit. La première cause de stress dans le monde, c'est la première cause de mortalité dans le monde, c'est le stress. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On bosse sur quoi ? Le stress. Quand on dit ça, moi, vous travaillez sur quoi ? Je travaille sur le stress. Ah, ouais, mais alors ça résume tout, si tu veux. Ça, t'as tout dit, t'as tout posé. Ah ouais, c'est simple, hein, il y a 3 mots. Hein. Nous, on bosse, on réduit le niveau de stress. On désature le système. Ah, c'est rien, hein, comme ça. Hein. Sauf que quand tu vois l'impact, bah c'est tout. Mais ça n'empêche qu'il faut de la discipline et voilà, une hygiène de vie spirituelle, mentale, émotionnelle, alimentaire, tout. Voilà. Alors maintenant, troisième partie, je crois que c'est ma dernière partie de la première partie. Non, pas du. Oui, c'est ça. On va parler de la psychogénéalogie. Ah oui, on y arrive naturellement, de fait. Hein. Alors, je reviens sur Luc Bodin, toujours Nexus, ça c'est numéro 64. J'ai 2 articles de Nexus. De toute façon, je vous ai fait une bibliographie. Hein. Vous aurez dans le drive, vous aurez toute ma bibliographie sur tout ça. Hein. Psychogénéalogie et karma. Alors, l'épigénétique, elle éclaire donc la psychogénéalogie qui affirme que nous transportons à notre insu les problématiques de nos ancêtres, voire que nous reproduisons les mêmes schémas. Alors, ça nous est familier tout ça, nous. Hein. Donc, à même problème, même solution, indéfiniment les reproductions de schémas. Et Luc Bodin, il donne notamment un exemple de femmes célibataires qui portent le même prénom dans une famille hein, et qu'ils ont pu identifier sur un arbre généalogique. En psychogénéalogie, ils vont loin fouiller l'arbre généalogique. Ils s'aperçoivent que toutes les femmes célibataires portaient le même prénom. C'est énorme, hein? Ah non, mais il y a des trucs fondamentaux. C'est pour ça qu'on bosse avec les prénoms. Hein. Acheter les prénoms de la... Elle est géniale, cette femme. Annick Trandvouet, là, qui a écrit Psychogénéalogie, etc. et les prénoms masculins et féminins. C'est d'une précision. Elle est Annick Trévouet. C'est breton, je ne sais pas prononcer, mais bon. Il est dans la bibliographie aussi. Ainsi, donc, voilà. Ainsi, les événements de la vie des ancêtres ont modifié, pas fait muter, modifié l'expression des gènes, les gènes, transmis ensuite aux descendants, héritant des maladies corrélées, mais aussi des vécus psychologiques. On a vu avec le diabète, c'est une maladie, mais aussi la mémoire du vécu.
quelque part, psychologique. La notion de maladie héréditaire est donc à revoir à travers la compréhension de l'épigénétique. Voir par exemple certaines mutations génétiques qui sont responsables du cancer du sein dans 70% des cas. Mais comme dit Luc Baudin, quid des 30%? Pourquoi les 30% ils ne sont pas concernés? Ils ont le même gène mais ils ne développent pas le cancer. Il y a quand même un tiers presque. C'est pas rien, les mecs ils éludent. Et Luc Baudin il dit c'est pareil avec l'effet placebo. Il y a beaucoup de placebos, ils atteignent un résultat de 30%, plus de 30% dans leurs effets à l'aveugle avec le médicament. 30% avec juste un placebo sur la guérison, c'est intéressant quand même. Et on retrouve ce 30% là, un tiers. Pose la question, pourquoi? Est-ce que c'est le mode de vie? Est-ce que c'est le mode de pensée? Est-ce que c'est les deux? Et on peut faire un parallèle, il va faire un parallèle avec le karma et le dharma. Le génome n'est pas immuable, mais il évolue selon les événements, comme un nécessaire processus d'adaptation à la vie dans un monde où tout bouge sans cesse, comme nous dit le Tao, la loi du Tao. La permanente impermanence des choses. Donc il n'y a pas de permanente, il n'y a pas de climat que ça, c'est pareil. C'est la permanente impermanence des choses. Tu ne peux pas mettre dans un truc tout carré quelque chose qui bouge tout le temps. C'est comme l'eau et la mer. La goutte d'eau et les vagues et la mer. La perspective d'une avancée scientifique avec l'épigénétique, il y a des trucs, quand même, l'épigénétique, ça date d'il y a 30-40 ans. On se demande ce qu'on fout encore. C'est extraordinaire, on est encore au Moyen-Âge. Mais ça, c'est pour tout. On verra demain avec la physique quantique. C'est complètement ringard. Mais les ringards ont pris le pouvoir. Le problème, c'est ça. Parce qu'ils font de l'argent. L'épigénétique ne fait pas de blé. Tu ne peux pas faire du fric avec l'épigénétique. Avec la génétique, tu fais beaucoup d'argent, pas avec l'épigénétique. Tu fais du yoga et tu changes ton alimentation et tu changes ta façon de penser. Tu as une relation au divin positive. Qui c'est qui va faire du fric avec ça? C'est tout, là. C'est gratuit. Voilà, c'est ça. C'est accessible à tout le monde, surtout. Exactement. C'est ça qui bloque. Et c'est accessible à tout le monde. Pas tout le monde non plus. Ceux qui le souhaitent. Non, parce que tu sais ce qu'ils disent, c'est qu'il y a il y a des marques indélébiles de l'enfance. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'ils disent, ils sont persuadés. Franchement, les enfants maltraités, les gens qui ont vécu des choses très très dures dans leur enfance, alors il y a un taux de résilience, il y en a, ils reviennent de loin, mais ils sont marqués dans leur corps, ils ont une espérance de vie plus faible. Tout à fait. Et ça, même s'ils ont fait un parcours remarquable, moi j'en ai des exemples dans ma clientèle de gens qui ont un parcours, moi je serais morte depuis longtemps à leur place. C'est une force de résilience énorme, n'empêche que c'est marqué au fer rouge. Tu vois, il y a des choses... donc il y a 70%, 30%, pour 30% c'est facile, les autres 70%, il y a d'autres choses, c'est réversible. Mais il y a des trucs qui sont peut-être pas réversibles. C'est complexe, tout est très très complexe. Tu perds une jambe, tu perds une jambe. Oui, c'est ça. Alors, certains vont te dire, on est capable de la faire repousser. On ne sait pas comment encore. Oui. La pieuvre sait comment. Ouais. Mais j'ai oublié son nom, un médecin français qui a été un des prix Nobel de médecine, lui, il disait, son hypothèse, il disait, mais on a la capacité à faire repousser des membres. Théoriquement, c'est possible. On ne sait pas faire, mais en théorie, lui, sa théorie, c'est dire qu'on peut le faire. Les pieuvres savent le faire. C'est extraordinaire, les pieuvres. Animal prodigieux. Dire qu'on veut en faire des fermes d'élevage pour les bouffer. Putain, l'humanité est à gerber. Donc les seules limites à notre pouvoir d'auto-guérison sont nos croyances limitantes et notre imagination déficitaire. Dit Luc, non, c'est pas Luc Baudin, c'est Luc Baudin, pardon. L'esprit comme le corps doit acquérir discipline et présence. En conclusion, ce que nous pensons, sentons, croyons, change l'expression génétique et la composition chimique de notre corps à chaque instant. À chaque instant. Ça vous permet de comprendre, de donner du sens au travail qu'on fait. Plus on comprend dans quel contexte on bosse, qu'est-ce qui explique ce qu'on fait, quel est le sens, plus on trouve notre propre légitimité en nous-mêmes, notre propre force, plus on a de capacités qui se développent. Et
plus on donne de la puissance, parce que la foi, on l'a vu avec l'effet placebo, vous reverrez éventuellement les vidéos que j'ai faites sur l'effet placebo, le cerveau, etc. Ils sont aperçus que la foi que le soignant a un impact sur la guérison de l'autre. Si plus j'ai foi en ce que je suis en train de faire, plus ça marche. Plus je donne envie d'eux. Ok? Ça vous a intéressé? Vous avez appris des choses quand même, hein? C'est hyper intéressant, l'épigénétique. Hein. Voilà. Bon, ne me posez pas trop de questions. Je ne suis pas épigénéticienne, ni experte. Hein. Moi, mon boulot, c'est de la synthèse. Hein. Rendre accessible à un maximum de gens, un maximum d'informations et de connaissances. Moi, je fais de la pédagogie, point barre. Hein. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à autre chose.